Bonjour à tous, on se retrouve dans une deuxième vidéo et cette fois-ci on va parler de l'élève. Beaucoup de candidats ont des difficultés à proposer des situations et des remédiations qui sont adaptées au contexte qui leur sont donnés, soit pour les écrits, soit pour les oraux. Donc aujourd'hui en 3 temps, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce que c'est un élève pour vous permettre d'avoir une analyse plus fine. Le premier temps ce sera l'élève à travers ses ressources, le deuxième temps l'élève à travers des fenêtres de développement favorables, et le troisième temps ce sera l'élève dans un contexte de classe. On démarre avec la première partie sur comment analyser l'activité de l'élève. On démarre avec une situation dans laquelle on a un élève, l'enseignant qui observe l'élève dans son activité, peu importe, en vitesse relais, escalade, judo, peu importe. Et en fait, l'élève va produire un comportement, une activité motrice, qu'on va appréhender à travers 5 ressources. Les ressources biomécaniques, informationnelles, cognitives, affectives et énergétiques. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est de se dire que ce qui est observable, c'est le comportement de l'élève, mais pour qu'il y ait comportement d'élève, activité de l'élève, il va falloir que l'élève ait mis en jeu une certaine quantité de ressources. Et donc on a classifié ces ressources dans 5 domaines, et donc on va étudier chacun de ces domaines pour essayer de comprendre pourquoi l'élève produit cette activité-là. On va commencer par définir ce que sont les ressources, pour bien comprendre de quoi on parle. Donc les ressources, on va dire que c'est un potentiel interne que l'élève a pour réaliser une activité motrice. Chaque élève est différent, donc les ressources et les niveaux de ressources à l'intérieur de chaque élève sont différents, et les élèves mettent plus ou moins en jeu une quantité importante de ressources dans l'activité. Ces ressources sont interdépendantes, c'est-à-dire qu'elles sont liées les unes aux autres, et on peut les développer. En pratiquant, on peut développer son niveau de ressources. Prenons un exemple concret pour bien comprendre ce que sont les ressources. On a une fille et un garçon qui sont tous les deux bloqués sur une voie d'escalade et qui n'avancent plus. Notre élève garçon, on le connaît déjà, et on sait qu'au niveau biomécanique, informationnel et énergétique, ça fonctionne plutôt bien. Il a des ressources assez élevées, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Par contre, au niveau cognitif et affectif, il est plus en difficulté. À l'inverse, notre élève fille, ici, est plus en difficulté au niveau biomécanique et informationnel, et beaucoup moins au niveau cognitif, affectif et énergétique, parce qu'elle a beaucoup de ressources dans ces 3 domaines-là. Ce qui veut dire que nous, en tant qu'enseignants, on va émettre des hypothèses et se dire que notre élève garçon, il va être bloqué parce qu'au niveau cognitif ou affectif, il y a un problème, ça bloque. Pour notre élève fille, on la connaît aussi et on sait que ce sera plus au niveau biomécanique et informationnel qu'il va falloir trouver une piste de remédiation. Donc vous voyez bien que pour un même comportement, les situations de remédiation vont être différentes parce que les élèves mettent en jeu des niveaux de ressources qui sont différents. Donc pour bien clarifier les choses, on a notre fille et notre garçon, on a nos 5 domaines de ressources, et dans chacun des domaines, les élèves ont des potentiels différents. Maintenant, on va essayer d'analyser un petit peu plus en détail ce que sont les ressources pour chaque pôle. On va partir sur les ressources affectives. Les ressources affectives, c'est en gros les affects qui vont impacter l'engagement et l'investissement de l'élève dans l'activité. À l'intérieur de ces ressources affectives, on trouve la résilience motrice. La résilience motrice, je vous donne un exemple, un élève qui fait vitesse relais en sixième et qui franchit la haie et qui tombe et qui se fait très très mal, s'il retrouve vitesse relais en quatrième, il va falloir qu'il passe outre cette expérience passée négative pour pouvoir se réengager et oser de nouveau franchir la haie. Donc ça s'appelle la résilience motrice. Il va y avoir la confiance en soi, le rapport au corps, l'appétence motrice. L'appétence motrice, c'est le fait de bien aimer ou non l'activité qui est proposée, la situation qui est proposée, et donc de s'engager. L'estime de soi et la gestion des émotions. Quand je suis en colère, quand je suis très très content et survolté, le fait de gérer ces émotions-là pour proposer une activité adaptée. On passe maintenant aux ressources énergétiques. Les ressources énergétiques, elles sont définies comme les ressources liées à la production d'énergie, ce qui va nous permettre de réaliser une action. Donc plus ou moins longue, plus ou moins répétée, avec une récupération plus ou moins efficiente. Dans ces ressources, on a les filières énergétiques, donc l'aérobie et l'anaérobie. On a l'efficience énergétique, c'est-à-dire réaliser une même activité mais à moindre coût énergétique parce que je suis plus entraîné. Et on a la récupération qui est plus ou moins rapide selon notre entraînement et notre niveau énergétique, notre potentiel énergétique.
Après les ressources énergétiques, on va voir les ressources biomécaniques. Les ressources biomécaniques, c'est l'ensemble des capacités du corps à produire un mouvement efficace. Dans ces ressources biomécaniques, on va trouver tout ce qui est production de force, les coordinations intersegmentaires, la posture et l'équilibre, et tout ce qui est au niveau articulaire, la mobilité, la stabilité, l'amplitude segmentaire. On va passer aux ressources informationnelles. Les ressources informationnelles sont définies comme étant la capacité du sujet à percevoir, analyser et réguler, via des informations qu'il reçoit de son corps et de son environnement, son action motrice. Il va recevoir des informations au niveau vestibulaire, kinesthésique, proprioceptif et au niveau de sa vision. Il va aussi pouvoir réguler son activité via l'anticipation perceptivo-motrice. Il va pouvoir s'ajuster et analyser et réguler également à travers des feedbacks internes et des régulations motrices, et via son temps de réaction visuelle. Et enfin, pour terminer, on va voir ce que sont les ressources cognitives. Donc les ressources cognitives, elles sont définies comme étant les processus mentaux qui vont permettre à l'élève d'analyser, planifier, réguler son action motrice. À l'intérieur de ça, on trouve la prise de décision, l'analyse et la régulation, l'anticipation, la planification par étapes de son activité et la compréhension des consignes ou de la situation qui lui est donnée. Prenons un exemple concret maintenant. On imagine que vous êtes à l'écrit, que vous êtes dans l'activité vitesse relais et que vous avez mis en place votre situation d'apprentissage. Vous allez essayer désormais de faire vivre la situation au regard des deux profils que vous aurez identifiés. Imaginons que vous êtes avec le profil 1 et que vous constatez pour ce profil 1 que des élèves partent en retard régulièrement. Eh bien, avec l'analyse au niveau des ressources, vous allez pouvoir proposer une remédiation différenciée pour un même comportement. Donc ça donnerait ça. On imagine les élèves partent en retard. Ça peut être soit un déficit d'anticipation, donc c'est plutôt cognitif, soit un problème d'estime de même, c'est plutôt affectif. Et donc la remédiation, par exemple, pour le déficit d'anticipation, vous allez proposer en fait un échauffement qui sera basé sur des routines et comme contenu prioritaire, de demander aux élèves de pousser sur les jambes et non plus de se concentrer sur le top départ, parce qu'on sait que ça a un effet sur le fait de partir plus ou moins rapidement. Donc pour conclure un peu sur cette première partie, vous avez bien compris que pour un même comportement observé, il va y avoir des causes différentes. Et donc toute l'expertise de l'enseignant, ça va être de trouver la bonne cause pour proposer la bonne remédiation. Sauf que se contenter de ça, c'est oublier qu'un élève de sixième, c'est pas la même chose qu'un élève de troisième ou qu'un élève de terminale. Et ce qui fait la différence, c'est leur développement, leur maturation. Et donc là, dans la deuxième partie, on va voir tout ce qui est lié aux fenêtres temporelles du développement et aux données génériques qu'on a sur les élèves. Pour bien comprendre cette deuxième partie, on va partir d'une situation de Henri Wallon. Il y a des moments dans la vie de l'enfant où tout devient possible, où une acquisition peut se faire avec une aisance et une rapidité étonnantes. Pour rendre concrètes les choses, on va partir de la situation suivante. On a une élève et on a des connaissances scientifiques sur ce que sont les élèves de 6e, 4e, terminale. On a également des connaissances scientifiques sur quelles sont les périodes favorables pour développer telle ou telle ressource. Et donc en EPS, l'idée c'est de se dire que c'est mieux si je tiens compte de ces données-là pour proposer des situations qui sont adaptées. On a notre élève et on va dire qu'elle est en 6e et on va étudier les ressources informationnelles. Pour ces élèves-là de 6e, les données génériques nous disent que les élèves ont des difficultés à discerner les informations. Mais à côté de ça, on a une fenêtre temporelle qui est idéale pour le développement de la prise d'information. Pourquoi? Parce qu'il y a une myélinisation du système nerveux. Ce qui veut dire qu'en EPS, c'est mieux si je réduis les critères d'observation à 1 ou 2. Si, par exemple, sur une activité sport collectif, je réduis le nombre de joueurs sur le terrain. Pourquoi? Parce que les élèves ont des difficultés à discerner les informations, j'en tiens compte dans ce que je fais en EPS, mais à côté de ça, il faut que je développe cette sélection de l'information. Donc progressivement, je vais ajouter des critères d'observation petit à petit, ou je vais augmenter le nombre de joueurs sur le terrain petit à petit. Mais au départ, je réduis les choses pour tenir compte de ces deux éléments-là. On va se retrouver avec notre élève cette fois-ci sur une voie d'escalade. Elle est bloquée, elle n'arrive pas à avancer. Avec les connaissances qu'on vient de mettre en avant, on va pouvoir proposer des situations de remédiation adaptées en fonction d'hypothèses qu'on aura posées. Ici, on peut s'interroger, est-ce que c'est au niveau informationnel que l'élève a des difficultés et donc elle ne perçoit pas les prises disponibles pour pouvoir continuer son ascension, ou est-ce que c'est au niveau affectif, par exemple, avec
le fait de ne pas oser aller plus haut parce que bah, elle a peur de tomber, par exemple, si les prises sont excentrées. Donc, on a posé notre diagnostic avec nos hypothèses explicatives, et pour cet élève qui est bloqué, on a retenu le niveau informationnel et le niveau affectif. On sait qu'elle ne perçoit pas les prises disponibles, peut-être, ou qu'elle n'ose pas aller chercher des prises plus excentrées, parce qu'elle a peur. Donc pour la première ressource identifiée, on va proposer de toucher un maximum de prises autour d'elle pour l'amener à décentrer un peu sa vision. Et au niveau affectif, on va essayer de lui demander de toucher des prises de valeurs différentes. Plus elles sont éloignées de l'élève, plus elles ont une valeur élevée. L'objectif ici est de cibler vraiment la remédiation par rapport à la ressource qui nous semble, à l'heure actuelle, déficitaire. On va passer désormais à un exemple pour votre écrit et votre oral. Pour l'exemple à l'écrit que je vous propose, je me suis concentré sur les fenêtres de développement principalement. Ici, on est avec des élèves de 6e dans l'activité vitesse relais. Les connaissances scientifiques nous apprennent que les élèves, à cette période-là, ils sont dans une période favorable de développement à la vitesse de réaction et d'exécution. En tenant compte de cet élément, je vais pouvoir proposer des situations qui vont viser à développer la fréquence gestuelle et la coordination intrasegmentaire. Donc ici, vous avez quelques exemples avec des départs en réaction, des jeux de poursuite, des défis. Et l'idée, ça va être de cibler ce que je veux faire vraiment travailler au niveau des ressources. Et dans ce cas-là, au niveau des ressources biomécaniques, je veux travailler la fréquence et l'amplitude de foulée. Et puis au niveau informationnel, je veux travailler la rapidité de traitement du signal. Donc vous avez vu ici que le fait de tenir compte des fenêtres de développement, ça va vous permettre de proposer une situation très très adaptée au niveau d'élèves que vous avez. Prenons un exemple maintenant à l'oral. On imagine que vous êtes tombé sur l'activité danse avec des élèves de 3e et le jury vous pose la question suivante. Pourquoi est-ce que vous travaillez autour d'une création collective avec votre classe de 3e? Eh bien, au lieu de vous centrer sur les projets, l'activité, vous pouvez travailler sur les connaissances scientifiques. Ici, au niveau générique, vous savez que les élèves de 3e sont en pleine construction de leur image corporelle. Ils peuvent avoir une baisse d'estime d'eux-mêmes, des phases très insécures, mais vous savez aussi, à côté de ça, que c'est une fenêtre favorable au travail sur la confiance en soi, la gestion du stress. Donc là, vous pouvez justifier, par exemple, que votre création collective, elle est liée au fait de permettre à l'élève de trouver sa place dans le groupe, ce qui va le valoriser et peut-être lui donner un peu plus confiance en lui. Et puis, vous pouvez proposer, par exemple, des représentations qui progressivement seront face à un petit groupe, et puis ensuite un plus grand groupe, ensuite la moitié de la classe, et ensuite la classe en entier. On va passer désormais à la partie 3, et on va s'intéresser à l'élève dans la classe. Pour ça, on va s'appuyer sur les travaux de Roy en 98 qui proposent un cadre de réflexion de la différenciation pédagogique à travers la typologie de classe et la typologie d'élèves. Donc Roy nous propose 5 types de classes. Donc on a la classe fusionnelle, la classe partenaire, la classe indépendante, la classe dépendante et la classe éclatée. On va s'intéresser dans notre exemple à la classe dépendante. Pour la classe dépendante, ça va fonctionner comme ça. On va se dire, d'après Roy, que la classe dépendante, elle est passive, attentiste et elle compte beaucoup sur le professeur pour agir. Les problématiques que ça va engendrer, c'est le fait qu'il y ait peu d'initiative, peu d'engagement pour ces élèves-là. Donc, stratégiquement, dans vos situations d'apprentissage, quand vous prenez en compte le contexte et que vous avez une classe qui est caractérisée un petit peu comme ça, avec des élèves plutôt passifs, eh bien vous pouvez mettre en place des situations problèmes pour stimuler l'autonomie. Vous pouvez aussi mettre en place des feedbacks pour encourager l'initiative, des responsabilités pour donner des rôles aux élèves. L'idée derrière tout ça, c'est de proposer par rapport à un contexte qui vous est donné, réel cette fois-ci, des situations d'apprentissage qui seront colorées un petit peu grâce à cette typologie que je vous propose d'étudier ici. À l'écrit ou à l'oral, vous avez des contextes de classe qui vous sont donnés avec des caractéristiques d'élèves. On a par exemple des élèves décrocheurs, des élèves peu investis, des élèves leaders, des groupes d'élèves très moteurs. Eh bien, avec l'aide de la typologie d'élèves de Roy, vous allez pouvoir proposer des situations qui sont encore plus affinées. Ici, on va prendre l'exemple de 3 élèves parce que Roy nous parle de 3 types d'élèves. On a les élèves fonctionnels, les élèves scolaires et les élèves difficiles. Pour notre exemple, on va se concentrer uniquement sur les élèves scolaires. Donc les élèves scolaires sont des élèves qui ont les codes de l'école en fait. Ils sont plutôt investis, respectueux, ils sont dans les apprentissages. La problématique qu'on peut rencontrer avec ce type d'élèves-là, c'est qu'ils peuvent s'ennuyer.
Donc nous, ce peut proposer en EPS, ça va être une EPS qui va être liée au cognitif, c'est-à-dire amener les élèves à plus de réflexion. On peut également, là, dans l'exemple que je vous ai proposé, j'ai proposé une EPS cognitive, mais on peut proposer une EPS énergétique, avec des élèves qui voudraient se dépasser un peu plus, avec des situations d'apprentissage qui poussent l'élève aux limites de leurs ressources énergétiques, par exemple. Donc vous voyez ici que la typologie d'élèves de roi va vous permettre en fait d'affiner encore plus la situation que vous proposez et ça va vous donner un élément en plus pour justifier pourquoi vous proposez cela. Je vous propose désormais un exemple concret à l'écrit lié aux typologies de classe et d'élèves. Prenons un exemple concret à l'écrit. On imagine que dans vos annexes, vous avez les caractéristiques de classe suivantes. Une absence de dynamique collective, des groupes affinitaires qui se créent et pas de cadre d'apprentissage partagé. En vous appuyant sur la typologie de classe de roi, vous allez pouvoir caractériser cette classe comme étant de type éclaté, avec donc des caractéristiques fortes comme un collectif inexistant, pas de projet commun, pas de sentiment d'appartenance. Vous allez donc mettre en place des stratégies d'enseignement et des objectifs qui seront plus à visée sociale. Ici, vous allez chercher à reconstruire donc par exemple la notion de collectif et ça va passer par la mise en place de formes de pratiques coopératives et des rituels de classe. Donc ici, on n'est pas centré sur le biomécanique, l'énergétique, on est plus centré sur un aspect sociologique de la chose et on va montrer qu'on va restructurer le groupe pour permettre aux élèves de plus s'engager dans les apprentissages. Je vous propose désormais un exemple à l'écrit lié aux typologies d'élèves, cette fois-ci de roi. Donc là, on va partir du principe qu'on a un contexte de classe avec une diversité d'élèves. On a des élèves qu'on caractérise comme étant scolaires, d'autres fonctionnels et d'autres plus ou moins difficiles. Eh bien, en ayant les connaissances liées aux typologies d'élèves, qui sont indiquées ici, vous allez pouvoir adapter votre stratégie d'enseignement pour vous adapter à tous les élèves. Ici, par exemple, on part avec des situations ouvertes plutôt pour les élèves fonctionnels, des situations plus cadrées pour les élèves scolaires, plus orientés cognitifs, par exemple. Et puis pour les élèves en difficulté, vous pouvez proposer, par exemple, des situations qui valorisent les progrès et qui diminuent la mise en échec. Donc, le cadre de typologie d'élèves de roi va vous permettre, en fait, d'affiner votre situation d'apprentissage et vos stratégies. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo et je vous propose une petite synthèse pour bien se concentrer sur ce qu'il y a à retenir. Ici, on retient que quand on observe des élèves, en fait, on observe un ensemble de ressources et que les élèves mettent en jeu plus ou moins de ressources dans les situations. Avec cette analyse-là, vous allez pouvoir proposer donc des situations et des remédiations qui seront adaptées aux ressources mises en jeu par les élèves. Vous savez également maintenant qu'il y a des connaissances génériques et des fenêtres temporelles de développement et que c'est mieux si vous en tenez compte. Et enfin, vous savez que désormais, les élèves sont dans des classes et que grâce à la typologie droit, la typologie de classe et d'élèves, eh bien vous allez pouvoir affiner votre stratégie d'enseignement. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider pour vos écrits et vos oraux. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par email, c'est en lien dans la vidéo. Il y a également en lien dans la vidéo des fichiers sur les fenêtres favorables de développement, les données génériques un petit peu et les typologies de classe qui sont en lien de téléchargement gratuit. Voilà, à bientôt.